Donc, bienvenue à ce webinaire ce nouveau webinaire pour comment passer à la V8 dans mon audit de surveillance ou de renouvellement. On va du coup voir un petit peu ce référentiel qui vient de paraître le 23 novembre. Avant ça, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Peggy Éléonore, je suis la gérante de Edicos. Edicos Formation, qui est un cabinet qui accompagne les organismes de formation ou les entreprises qui veulent avoir un organisme de formation ou un CFA sur l'ensemble des besoins concernant la formation. Nos différentes compétences, eh bien, elles sont nombreuses. On intervient sur les certifications, la certification Calliope, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais également les dépôts de titres RS, RNCP. On intervient également sur les modalités AFEST, Action de formation en situation de travail, sur l'ouverture d'organismes de formation, de CFA ou d'écoles, sur le portage Calliope et sur la plateforme EDOF, et Dieu sait qu'il y a besoin, et la formation avec des spécialités en fonction de votre activité. Donc voilà notre panel. Je vais laisser Quentin se présenter puisqu'il m'accompagne dans ce webinaire et vous recontactera ou vous enverra le replay dont il vous a parlé. Oui. Hop. On peut commencer. Je m'appelle Quentin Bernard. En 2019 à 2022, j'ai obtenu mon bac pro vente. Ensuite, de 2022 à 2024, du coup, je suis en BTS NDRC en alternance chez Edicos en tant que commercial. Voilà. Donc, vous aurez probablement Quentin plus tard. Donc, pour ma part, je suis dans la formation depuis 2011. Avant, j'étais manager commercial. Donc, j'ai eu un premier organisme de formation. Ensuite, je suis devenue responsable formation chez Nose pour arriver en Mayenne. Et depuis 2019, j'ai créé Edicos Formation et aujourd'hui une plateforme Form & Connect. Bien. Ces présentations étant faites, maintenant nous allons aborder le sujet qui nous intéresse. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Quentin, à intervenir dans le chat. Quentin me transmettra vos questions. J'aimerais également que vous présentiez, avant de démarrer, dans le chat, que vous me disiez, si vous m'entendez bien déjà, et puis que vous me disiez si vous êtes organisme de formation. Aujourd'hui, vous avez Calliope pour des actions de formation, pour du bilan de compétences, pour du CFA ou de la VAE, ce qui va être particulièrement important pour les propos que je vais tenir concernant la mise en place de la V8. Donc, au niveau des réponses, vous m'entendez bien? Ok. Vous êtes plus sur des actions de formation, organismes de formation, ok. Action de formation, en partage, action de formation, ok. Donc en portage et en organisme de formation pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Il y a quelques personnes que je connais. Bonjour Lydie, bonjour Céline, bonjour Nelly, Laurence, Stéphanie. Bonjour à tous. Donc en portage et en sous-traitance. Ok. Bon, alors bientôt peut-être avec ton propre organisme de formation. Bien, du coup, ça va nous permettre, pour que je réponde particulièrement à vos questions, d'être spécifiquement sur les actions de formation, puisque la V8 couvre toutes les catégories, donc aussi bien les actions de formation que le CFA, le bilan de compétences et la VAE. Mais du coup, là, je vais me centrer sur les modifications pour les organismes de formation. Donc, ce que nous allons voir, c'est ce qu'il faut savoir sur le RNQ, référentiel national qualité, et vous verrez pourquoi j'emploie ce nom un peu barbare.
Nous allons voir la V8, son esprit, sa mise en œuvre, ce qui change dans la V8 et les questions, vos questions, que je traiterai à la fin. Donc, par rapport à ce qu'il faut savoir sur le référentiel national qualité. 2 points. D'abord, le référentiel national qualité, c'est un décret. Il est mis en œuvre par rapport à un décret. Donc, hop, et là, c'est impeccable. On se retrouve avec le décret. Je vous montre un petit peu le document complètement barbare. Alors, pourquoi c'est arrivé sur ça et pas sur mon décret que j'avais tout à l'heure? Voilà, mon décret. Donc ça, c'est le décret du Code du travail qui va encadrer, je vais enlever ça et je vais le rechercher, qui va encadrer le Calliope. Voilà. Ah, il veut pas me remettre mon décret. Donc le décret, enfin, c'est pas grave, je le connais. Donc vous avez un décret qui encadre Calliope, qui est celui du 2019, le 6 juin 2019, où il y a eu le référentiel national qualité. Pour la petite histoire, le 6 juin 2019, le nom de Calliope n'était pas encore trouvé. Donc c'est vous dire, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est-à-dire que le référentiel national qualité est enregistré et cadré par une loi, un décret. Ça veut dire que certains éléments qui apparaissent dans cette loi, alors là, désolé, mais si vous voulez, vous pouvez, je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation et vous pourrez aller voir le décret. Ah bah il est là, voilà, impeccable. Vous avez ce décret qui montre, ici, si on regarde bien, hop, les critères que vous avez d'identifier ici et les indicateurs ici. Ici, vous avez les lois qui donnent les catégories, actions de formation, bilan de compétences, CFA et VAE. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, comme ici, c'est tenu par un décret, lorsqu'il y a une nouvelle version sur un référentiel, eh bien en fait, ça n'est pas un décret, ça n'est pas une loi. Donc ça ne change en rien les critères et les indicateurs. C'est fondamental parce que le référentiel, c'est juste un guide pour répondre aux indicateurs et aux critères. D'accord? Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que comme le référentiel national qualité Calliope est enregistré par un décret, s'il y a modification de ce référentiel, eh bien ça passera comme un décret. Pour rappel, le 31 mai, et je suis sûre que vous l'avez tous noté, il y a eu un décret qui modifiait, parce que l'audit est également encadré par un décret, donc il y a eu un décret qui donnait de nouvelles informations concernant l'audit, notamment pour les nouveaux entrants, où l'audit est passé pour l'audit de renouvellement d'une demi-journée à une journée. Et ça ne se fait que par décret. Donc, la loi ne peut changer, le décret peut changer au niveau des critères et des indicateurs, mais là, la V8 va nous montrer qu'il n'y aura aucun changement au niveau des critères et des indicateurs. En revanche, on verra qu'à travers le référentiel national de Calliope, le guide qui paraît sur le ministère du Travail, là, on va voir qu'il y aura des changements avec les niveaux attendus et les exemples de preuves. Bon, j'espère que vous me suivez, c'est un peu technique, mais c'est important parce que vous avez l'obligation de faire une veille et du coup, pour vous, c'est ça qu'il faut que vous fassiez attention. Quand il y a une nouvelle version, je fais attention à ce qui est contenu dans mon référentiel. Quand il y a un décret, je fais attention parce que ça peut changer vraiment beaucoup de choses dans mon fonctionnement. Alors, la V8, son esprit, sa mise en œuvre. Alors, son esprit, c'est une simplification. À travers la mise en place de la V8, le ministère de l'Emploi et de la Formation a voulu simplifier la lecture de ce référentiel aux organismes de formation. Il a voulu également clarifier la compréhension des indicateurs. Et ça, on va le voir. On verra également qu'il y a quand même une volonté de mettre encore plus en avant l'inclusion. C'est pourquoi, pour les référents handicap, eh bien, il faudra peut-être aller un peu plus loin
que l'attendu de l'indicateur 26 uniquement, qui nous dit s'inscrire dans un réseau de partenaires locaux. Sa mise en œuvre. Alors, le référentiel V8 est sorti le 23 novembre 2023. Alors là, je vois que j'ai fait une erreur. Le 23 novembre 2023. C'est compliqué cette date. Du coup, sa mise en œuvre, c'est au plus tard le 24 janvier 2024. Donc attention, on modifiera dans le replay, mais également sur le PowerPoint qu'on vous enverra. C'est bien 24 janvier 2024 à minuit 1. Donc au plus tard. Ça veut dire que vous pouvez avoir, j'ai déjà entendu ça, puisque je suis auditrice dans un certain nombre de certificateurs. Des certificateurs pourraient vouloir le mettre en application avant, mais ils seraient tenus de vous informer avant votre audit. La majeure partie des certificateurs, je vous rassure, vont le mettre en place à partir du 24 janvier 2024. Et ça veut dire que si vous avez un audit après cette date, en revanche, il sera tenu par les nouveaux attendus. Alors, le référentiel Calliope V8, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le voir parce qu'effectivement, il y a quelques nouveautés. Donc, ce référentiel, je vous invite tous à le télécharger. Si vous attendez de recevoir notre support, eh bien, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous aurez immédiatement le guide de lecture à votre disponibilité. Donc là, on voit bien V8, 23 novembre 2023, donc mise en application 2 mois après pour vous. Alors, comme je vous ai dit, dans un premier temps, il a vocation à simplifier sa lecture et la compréhension des indicateurs. Cela dit, dans le préambule, alors là, j'ai une version annotée. Ce n'est pas la version que vous trouverez sur le ministère. Donc, c'est pour ça, si vous attendez notre support, vous aurez cette version annotée qui est proposée par un certificateur qui s'appelle Certifopac. Ce certificateur a mis en avant toutes les modifications, donc pas surlignées, toutes les modifications qu'il y a entre la V7 et la V8. Ça permet une aide dans ce que vous avez à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes certifié Calliope que ça répond à toutes les obligations réglementaires d'un organisme de formation. Et il y en a. Je vous invite à lire, on a un article sur l'ensemble des contrôles dont un organisme de formation peut faire l'objet. Particulièrement, par exemple, ne pensez pas que c'est parce que vous avez Calliope que vous ne pouvez pas avoir de contrôle Datadoc. Datadoc existe toujours, c'est un regroupement d'OPCO. Et donc, à partir du moment où vous faites appel au minimum 2 fois à des OPCO, vous pouvez avoir un contrôle Datadoc. Et ce n'est pas parce que vous avez une conformité Calliope que vous aurez une conformité Datadoc, parce qu'il y a quelques nuances. Donc, attention, et ça, le référentiel vous l'indique très précisément ici. Ensuite, on a un petit laïus, ce qu'il n'y avait pas sur la V8, sur la conduite de l'audit. Donc, ce qui nous est rappelé, et donc là vraiment on est dans cette volonté de simplification, ce qui nous est rappelé, c'est que les exemples de preuves ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire que dans chaque indicateur, on voit qu'il y a la description de l'indicateur et puis il y a des exemples de preuves. Beaucoup trop d'organismes de formation, pour être conformes, ont choisi de mettre tous les exemples de preuves au niveau des indicateurs. Ça n'est pas obligatoire. On verra d'ailleurs que le nom exemple de preuve a été modifié dans le nouvel... avant, c'était marqué élément de preuve. Maintenant, c'est exemple de preuve pour bien que vous compreniez que vous pouvez en prendre qu'une preuve, ça suffira. Donc, la conformité repose sur l'appréciation de l'auditeur quant à la mise en œuvre de ses exigences. Il est également indiqué que l'auditeur doit apprécier les indicateurs au regard de l'action de formation. On verra que certains indicateurs, si vous avez une formation de moins de 2 jours, n'entrent plus en action. Ça, c'est la bonne nouvelle, par exemple.
Donc, l'auditeur procède par échantillonnage d'action. C'est toujours le cas. Alors, souvent, dans les audits qui ont eu lieu, surtout dans le renouvellement, il était ce qui était mis en œuvre souvent, c'était que l'organisme de formation proposait son échantillonnage, proposait les actions de formation à auditer. Ça ne doit pas être le cas, hein. Là aussi, c'est encadré. Quand vous dites n'entre plus dans l'action. Vous allez voir, on va voir sur quel indicateur ça sera, on va le détailler et vous verrez sur quel indicateur ce sera. Donc, je parlais de rien. Quand je parlais de l'échantillonnage, donc c'est encadré par un décret qui encadre l'audit. Et du coup, en fait, normalement, l'auditeur doit pouvoir choisir, donc c'est pour ça qu'il a votre BPF, hein, pour voir quelles sont les actions de formation que vous avez réalisées. Et il doit pouvoir choisir parmi la liste des actions de formation, celle qu'il veut auditer. En règle générale, par tranche de formation, il en audite à peu près 3. Et du coup, c'est son choix, en revanche. Voilà. Donc, il y a une nouvelle définition, mais ça, c'était en regard du décret du 31 mai sur les nouveaux entrants. Donc là, je crois qu'on est sur le renouvellement, donc il ne devrait pas y avoir de nouveaux entrants. Mais sinon, il y a une spécificité à voir le décret du 31 mai. Donc là, vous voyez, il est bien indiqué que le délai pour la mise en application, c'est 2 mois. Donc, voilà. Alors, sur la description des indicateurs, des critères, donc ces 2 pages ne changent pas aucunement. On va rentrer du coup sur le critère 1. Donc là, vous voyez que ici, on a les exemples de preuves, ce qui auparavant s'intitulait les éléments de preuve. Donc déjà, on a une petite modification ici. Ensuite, on a toujours le niveau attendu. Les non-conformités reviennent ici avec un cadre pour qu'elles apparaissent plus précisément. Donc, on a toujours le même niveau de non-conformité sur l'indicateur 1. En revanche, ce que l'on voit, c'est que là, pour les personnes en situation de handicap, tout support de présentation de la politique d'accessibilité, les conditions d'accès. Donc, si vous avez des locaux, je vous invite, sur les AGFIP, normalement, il y a des feuilles qu'on peut imprimer sur les conditions d'accès PSH. Et ça, vous pouvez également le publier sur votre site. On va voir qu'effectivement, hein, sur la partie insertion, il y a un peu plus de vigilance. Vous devez également, et ça c'est important, j'ai assisté à un audit récemment et déjà l'auditeur soulignait ça, présenter le mode de contractualisation en amont, donc en amont de la formation. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si vous faites une formation et que ça se fait à travers une rencontre commerciale en amont de la formation et que c'est à ce moment-là que vous donnez les documents, exemple la convention collective ou le programme de formation, je vous invite à renvoyer un mail derrière pour bien préciser que vous avez remis en main propre les informations. Ce qui prouvera qu'avant la formation, vous avez présenté les documents relatifs à votre formation. C'est extrêmement important. On a également une nouveauté au niveau des formations certifiantes. Pour les formations certifiantes, que ce soit RS, RNCP, maintenant il est attendu que vous fassiez mention de l'information et le libellé exact de la certification. Le code RNCP, le code RS, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification. Donc ça, je pense qu'il faudra le renseigner dans vos programmes et sur vos sites internet. C'est une information complémentaire à présenter donc dans chacune de vos formations. On a un glossaire qui est un peu plus qui est un peu plus détaillé, enfin un peu plus pas forcément sur l'indicateur 1, mais qui reprend notamment les informations, donc les définitions. Et ça, vous l'aviez déjà présenté autrement. Sur l'indicateur 2, donc
hormis sur les CFA, pas de nouveauté. Donc, je passe sur les CFA. Je crois que nous n'avons personne sur les CFA. Sur l'indicateur 3, donc là, il est particulièrement pour les organismes qui ont des certifications. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Donc là, en fait, on est sur le taux d'obtention de la certification doit être mis en relation avec le taux de présentation à l'examen. Donc là, c'était des informations qui étaient déjà précisées. Sauf que là, ça a été notifié à travers un note à Béné, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et du coup, l'information sur les débouchés comprend le taux d'insertion global pour les RNCP. Donc là, on a une vraie information concernant les RNCP. Donc, 2 informations, l'ERS, taux de présentation à l'examen et taux d'obtention. Et RNCP, en plus, vous affichez le taux d'insertion. On a toujours ce petit glossaire. Indicateur 4, donc l'analyse du besoin. La nouveauté, elle est que pour les CFA. Donc, vous faites toujours votre analyse du besoin en prenant bien en considération les personnes en situation de handicap. Pas de nouveauté sur l'indicateur 4. Indicateur 5, donc ça change un petit peu. L'indicateur 5, on ne parlait que d'objectifs opérationnels dans le niveau attendu. Ici, on parle maintenant de démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites des formations attestantes, vous n'avez pas forcément des objectifs opérationnels. On est sur de l'attestation. Alors, ça peut faire débat. J'ai eu un échange avec une formatrice de formateurs qui disait dans tous les cas, les objectifs doivent être opérationnels. Moi, je vous invite à continuer à mettre des objectifs opérationnels puisqu'on a toujours ce fait que la conformité, elle est appréciée par l'auditeur. Donc, même si aujourd'hui, c'est objectif spécifique au niveau attendu, dans l'indicateur, on parle toujours d'objectifs opérationnels et évaluables. Comment on reconnaît un objectif opérationnel et évaluable ? Parce qu'il a un verbe d'action. Donc, à l'issue de la formation, le stagiaire, le bénéficiaire sera en capacité de mener à bien, exécuter, réaliser, etc. On met un verbe d'action. Donc, et là, dans l'exemple d'épreuve, identification des compétences visées par la prestation, des objectifs pédagogiques intermédiaires et finaux, référentiel de la certification. Donc là, c'est pour faire un rapport, ça nous rapprochera de l'indicateur 7 et du tableau croisé quand on fait appel à des certifications, pour ceux qui font appel à des certifications. Donc, mais effectivement, on va un peu plus loin dans les objectifs. Donc, pour les formations certifiantes, les objectifs doivent être conformes aux objectifs fixés par les certifications inscrites au RNCP. À ce propos, pour les formations certifiantes, il y a des chances dans tous les cas que les organismes certificateurs demandent à ce que vous leur présentiez vos programmes de formation en relation avec les certifications sur lesquelles vous soyez habilités, puisque les contrôles vont être de plus en plus importants et évidemment vont se faire sur ces éléments-là. Ils vont d'ailleurs devoir les présenter lors de leur renouvellement de certification, mais ce fera l'objet d'un autre webinaire. Donc, le critère 2 toujours, on est sur l'indicateur 6, donc le déroulé pédagogique, le séquençage, comment vous démontrer. Donc là, comment vous démontrer que les contenus, modalités et mise en œuvre de prestations sont adaptés aux objectifs. Donc là, toujours un petit élément concernant les PSH, accessibilité ou possibilité d'adaptation des modalités proposées aux apprenants en situation de handicap. Ça, c'est si vous avez en analyse du besoin, effectivement, des personnes en situation de handicap, on devra retrouver ça dans le déroulé pédagogique. Rien ne vous empêche dans votre document d'indiquer une case supplémentaire pour la prise en charge, la prise en compte du handicap s'il a lieu. Également pour les certifications, pour les formations certifiantes, ça n'était pas présent dans la V7. On a
il faut démontrer que le contenu de la prestation est cohérente avec l'objectif du référentiel RS RNCP. Pour les certifiantes, en fait, on se rappelle que dans la V7, on n'était que sur du RNCP. Maintenant, pour le RS, il faut bien le démontrer également. C'est ça la nouveauté. Donc, sur le 7, les indicateurs 7, donc là, c'est pour uniquement les organismes qui sont qui proposent des prestations conduisant à une certification professionnelle. Donc là, et ça vise uniquement le RNCP toujours. C'est le fameux tableau croisé entre les informations qui sont sur le référentiel et votre programme. L'indicateur 8, le questionnaire de positionnement, la procédure de positionnement. Petite info comme ça, hier j'assistais hier ou avant-hier à un webinaire certificateur. Procédure de positionnement. Si vous n'avez pas de procédure de positionnement, réfléchissez à en avoir une. Les certificateurs sont de plus en plus en attente. C'est-à-dire qu'un questionnaire de positionnement ne sera pas suffisant, mais il faudra une procédure de positionnement. Et pour les formations certifiantes, le prestataire démontre que les prérequis sont cohérents avec ceux de la certification inscrite au RNCP, au RS. Donc potentiellement, on le regarde dans le questionnaire de positionnement. Donc pareil, la procédure de positionnement, la nouveauté peut être réalisée pendant le parcours d'admission ou en début de formation. Certains auditeurs demandaient à ce que ça soit fait en amont de la formation. Donc là, un côté un peu plus tranquille sur la procédure de positionnement. Et puis un glossaire qui nous précise que la procédure d'évaluation des acquis, vérification de la maîtrise des prérequis, conditions d'accès à la prestation, donc qui peut être fait évidemment dans le positionnement. L'indicateur 9, donc la seule modification, c'est pour les formations en distanciel. Donc là où effectivement les modalités d'accès à votre plateforme devront être présentées, donc avec et pour le coup une assistance technique et pédagogique. Donc comment est-ce que vous faites peut-être une assistance en amont, un essai en amont, ou est-ce que vous avez quelqu'un qui vient pour l'assistance technique de votre formation? Et puis une spécificité pour les bilans de compétences, mais je crois qu'on n'en a pas dans la salle. Alors, indicateur 10, on est sur comment vous adaptez votre prestation. Alors, quelques petites nouveautés ici. Traçabilité de l'accompagnement technique et pédagogique. Dans les exemples de preuve, vous avez la possibilité d'ajouter ça. Alors, qu'entendez-vous par procédure de positionnement? Est-ce expliquer comment? J'ai pas la suite. Est-ce expliquer comment? Alors, la procédure de positionnement, oui, c'est expliquer comment vous mettez en place votre questionnaire, à quel moment, comment il est envoyé, qu'est-ce qu'il comprend. Par exemple, il peut avoir une partie générale, une partie technique et une partie validation des prérequis. Et tout ça, vous l'entrez dans votre procédure. Voilà. Donc, on revient à cet indicateur 10, traçabilité de l'accompagnement technique, et puis technique et pédagogique. Donc ça veut dire que dans votre comment vous présentez l'adaptation que vous faites. Alors ça peut être à travers pour les formations qui sont un peu plus longues évidemment, à travers un livret d'accueil où vous allez pouvoir présenter votre adaptation. Mais ça peut se faire à travers une simple fiche également annotée par le formateur. Indicateur 11, donc là sur l'évaluation. Donc pas de grandes modifications. Ah oui, si quand même. Auparavant, vous pouviez démontrer à travers vos PowerPoint que effectivement il y avait des évaluations qui étaient mises en place, les résultats d'évaluation, etc. Là, la formalisation du processus signifie que la procédure d'évaluation doit être définie et matérialisée par des outils. Je vous invite à présenter là aussi un processus d'évaluation avec les différents outils qui entrent en ligne de compte.
Par exemple, pour le positionnement, c'est un quiz. Pour les évaluations en cours de formation, ça va être des études de cas, des mises en situation. Et puis pour l'évaluation finale, c'est un échange avec le formateur et il y a une traçabilité. Critère 3 toujours. Alors, tout à l'heure, il y a Nadia qui posait une question. Qu'est-ce qui ne s'applique plus? Ben voilà, sur l'indicateur 12, donc le prestataire met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de contrat. Cet indicateur s'applique aux formations d'une durée supérieure à 2 jours. Et c'est là qu'on est tous contents. Pour les formations de moins de 2 jours, nous n'avons plus à présenter de preuves de cette procédure de gestion des abandons et des relances. C'est plutôt sympa parce qu'effectivement, aucun intérêt de mettre l'engagement du stagiaire sur les 2 jours. Bon, au-delà de 2 jours, ça reste en application et là, effectivement, vous avez toujours les feuilles d'émargement. Vous pouvez aussi avoir un petit questionnaire quotidien pour vos stagiaires qui vérifient leur niveau d'implication, par exemple. Voilà. Pour les personnes en situation de handicap, mesures de prévention des abandons en lien avec l'adaptation proposée et mise en place, donc un suivi particulier pour les personnes en situation de handicap. Et les mesures mises en œuvre doivent pouvoir être démontrées et matérialisées par des outils. Donc là, toujours une vocation à montrer à travers de nouveaux outils ce que vous mettez en œuvre. Donc pour ce qui est de l'indicateur 13, eh bien c'est si vous faites de l'alternance. Je crois qu'il n'y a pas d'organisme de formation qui fait de l'alternance ici. Si c'est le cas, vous mettez un petit message, mais je ne crois pas. Dans tous les cas, on est juste sur des outils de liaison. Indicateur 14, c'est les CFA, on passe. 15, c'est les CFA. 16, on arrive sur les prestataires qui mettent en œuvre des certifications professionnelles. Donc là, quelques modifications. Donc, il s'assure que les conditions de présentation des bénéfices à la certification respectent les exigences formelles de l'autorité de certification. Alors, dans les exemples de preuve, information communiquée aux bénéficiaires sur le déroulement de l'évaluation, conditions de passage de l'examen à distance, preuve d'inscription à la session d'évaluation. Donc là, vous avez de nouveaux exemples de preuves qui vous sont proposés pour cet indicateur 16 auquel vous pouvez répondre. Et parce qu'il était un petit peu vide au démarrage, on vous demandait que le procès verbal, les livrets d'évaluation. Donc là, vous avez d'autres éléments qui peuvent être intéressants et peut-être plus faciles pour vous à mettre en œuvre. Toujours pour les personnes en situation de handicap, démontrer les modalités d'aménagement pour le passage des épreuves. Et lorsque les prestataires n'est pas chargé de l'évaluation, il oriente le bénéficiaire vers l'évaluateur. Donc, ma connexion est désagréable, je vous laisse. Ok Céline, à bientôt. Donc, indicateur 17, j'espère qu'il n'y avait que Céline pour lequel la connexion est délicate et que vous m'entendez bien. Précisez-le dans le... Oui, ok, merci. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus et que ça vous convient, mais on a peu de temps, il nous reste quelques indicateurs à voir. Donc, je continue. Indicateur 17, donc là, aucune modification. Le 18, aucune. Donc, juste pour rappel, mais il n'y a pas de nouveaux. Même si on est une personne, il faut un organigramme maintenant sur le 17. Non, sur le 18, pardon. Le 18, dans les exemples de preuves, comment vous coordonnez les différents intervenants. Planning des intervenants, compte rendu de réunion, relevé des échanges avec les intervenants externes. Vous pourrez rajouter ça ou le mettre en lieu et place de ce que vous avez déjà mis si ça vous paraît plus simple. Et mobiliser les intervenants, on vous indique que c'est la capacité à impliquer les intervenants en fonction des besoins de la prestation. Donc, des réunions de l'ensemble de vos intervenants pour effectivement leur expliquer l'attendu. Lorsqu'on a plusieurs intervenants, ça peut être intéressant.
Le 19, l'adéquation des moyens pédagogiques et techniques d'encadrement des prestations mises en œuvre. Donc là, hormis sur le niveau attendu, une petite modification. On a non, pas de modification sur le 19, c'est une erreur. Juste pour la formation à distance. Oui. Donc, la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique pour accompagner le bénéficiaire. Donc, je sais qu'ici, il y en a certains qui proposent de la formation à distance. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en considération. Donc, comme je vous le dis, soit vous faites un test en amont, soit vous avez un contact pour mail, téléphone pendant la formation pour toute assistance technique durant cette formation. Indicateur 20, donc là, il concerne uniquement les CFA. On passe le 21, il nous concerne tous, mais pas de modification, si ce n'est mobiliser les compétences, capacité à solliciter les compétences adéquates de la prestation. Attention sur cet indicateur, vous pouvez, là encore, réunion avec un certificateur, comment vous évaluez. Une auto-évaluation d'un formateur n'est peut-être pas suffisante. Une évaluation fond de salle peut-être également peut répondre à cet indicateur. Donc, attention comment vous évaluez, parce que là, ça relève de l'appréciation de l'auditeur. Moi, j'ai entendu un auditeur qui mettait une non-conformité pour une auto-évaluation de la part des formateurs sur leurs compétences. Indicateur 22, le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Donc, les qualifications personnelles peuvent entrer en ligne de compte maintenant sur ce genre d'indicateur. Pour rappel, les webinaires que vous suivez, si vous avez la preuve du lien, peuvent entrer également dans cet indicateur, au-delà des formations que vous suivez également et sur lesquelles vous avez des attestations. Les MOOC également, ce genre de choses. Indicateur 23, donc là on est sur la veille. Donc quelques éléments sur la veille en fonction des évolutions. Juridique, diffuser des actualités légales et réglementaires au personnel du prestataire. Donc là, c'est comment vous actualisez vos supports au niveau juridique, donc en fonction des éléments légaux et réglementaires. La consultation, analyse, diffusion personnelle de la documentation diffusée sur les sites institutionnels peuvent également entrer dans cette veille. La veille ne doit pas être exhaustive. Ça, c'est clairement annoncé par les certificateurs. Ce n'est pas dit sur le référentiel, mais je vous le dis. Une veille, elle n'est pas obligatoirement exhaustive sur ce sujet. Mais vous pouvez indiquer votre veille sur la V8. Ce webinaire fait partie de votre veille sur la V8 et au niveau réglementaire, tout comme je suis sûre vous avez indiqué que vous avez lu le décret, ou en tout cas suivi des informations concernant le décret du 31 mai. La veille, l'indicateur 24 sur les thèmes, les compétences, les métiers sur lesquels vous animez. Aucune modification. Le 25, eh bien, on ajoute le côté veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, c'est un élément de preuve nouveau. Pas de modifications sur ce que vous avez déjà mis en place, si c'est le cas. Enfin, normalement, c'est le cas. Et puis, vous pouvez diffuser la diffusion des éléments issus de la veille au personnel du prestataire, évolution apportée au contenu des prestations proposées, aux modalités et aux outils pédagogiques, analyse d'opportunités de faisabilité sur la mise en œuvre des innovations pédagogiques et technologiques. Ça nous dit quoi? Si vous mettez en place un nouveau LMS, un nouvel outil pour l'émargement, c'est de l'innovation sur vos modalités et sur votre pédagogie également. Les quiz, si vous changez d'outil de quiz, c'est également de l'innovation.
L'indicateur 26. Alors, eh bien là, on nous indique directement les prestataires sur lesquels nous devons avoir de qui nous devons avoir les coordonnées. Sont ajoutés du coup à la GFIP et au FIFPH les CAP emploi et les MDPH. Qui n'étaient pas indiqués. Moi, je les proposais tout le temps, mais donc là, je vous invite à aller chercher leurs coordonnées si vous ne les aviez pas. Pour cet indicateur, eh bien, les invitations à des réunions et les prises de contact sont également utilisées pour répondre à cet indicateur. Et les chartes d'engagement pour l'accessibilité, recours à l'offre des services ressources handicap, formation, ressources mobilisées pour l'accompagnement de l'orientation des publics. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait sur l'indicateur 12, la GFIP a mis en place plein d'outils. Je vous invite à les télécharger, à les rendre disponibles lors de votre audit. C'est des outils d'analyse. Ils font également pas mal de webinaires. Il y avait une liste des événements proposés parce qu'il y a eu la semaine du handicap il y a quelques semaines de cela. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à des événements. Ça complétera bien évidemment votre veille puisque l'indicateur 26, il faut vraiment le prendre comme une veille au handicap. Nous, on va proposer des formations d'ailleurs sur le référent handicap. On va proposer également des formations sur la prise en compte pour les formateurs de stagiaires 10 avec une spécialiste sur l'orthographe. Et pour la formation référent handicap, ce sera une personne en situation de handicap formatrice qui pourra animer. Enfin, qui va animer. On aura une session par mois. Donc, pour l'indicateur 27 qui occupe que les personnes qui utilisent des prestataires, donc le contrat de sous-traitance, élément de preuve supplémentaire, c'est-à-dire que on avait un contrat de prestation auparavant, excusez-moi, je m'étouffe. Maintenant, on a le contrat de sous-traitance qui entre en ligne de compte. Faites bien attention que dans vos contrats, il est bien spécifié Calliope. Pardon. Je vous invite également à détailler le contenu de vos attentes à vos prestataires. On va aller vers ça. C'est-à-dire que dire que le prestataire répond aux obligations Calliope, ça ne suffira pas. Mais dire que le prestataire s'engage à fournir, à faire des évaluations régulières ou à faire un positionnement, dites bien quelles sont les responsabilités du prestataire dans vos contrats de prestation. Détaillez-les, ça sera bien vu. L'indicateur 28, donc là c'est pour de l'action de formation en situation de travail. Alors je ne sais pas si certains le font. Au revoir Stéphanie. Cet indicateur concerne tous les prestataires de formation dans leur capacité à mobiliser un réseau de partenaires lorsque la formation prévoit une période en entreprise. Donc là, c'est les partenariats que vous mettez en place pour lorsque vous envoyez des stagiaires en action en entreprise. Le 29 ne concerne que les CFA. Le 30, eh bien le 30, le 30, je suis sûre que vous attendiez beaucoup de modifications sur ce 30 qui nous embête tous, puisque c'est recueil les appréciations des parties prenantes. On sait que les financeurs ne répondent pas toujours. On sait qu'également, ils peuvent envoyer un mail ou un courrier en disant qu'ils ne répondront pas. Aujourd'hui, les exemples de preuves, et là, vous allez rire. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il fallait marquer sur les contrats à propos de Calliope. Je reviens dessus. Donc, à propos de Calliope, dans les contrats de prestataires et pour les contrats de sous-traitance ou de prestataires, je vous invite à détailler les responsabilités qualité de votre prestataire. C'est-à-dire, plutôt que de dire qu'il va devoir répondre aux obligations Calliope, qui est très générale, et on sait qu'au mois de janvier, il va y avoir un nouveau décret sur la sous-traitance qui, je vous le rassure, je vous donne un petit avant-goût, mais normalement, il y a déjà eu un
il y a eu un préenvoi auprès des certificateurs, donc j'ai quelques informations. Ça ne va pas modifier grand-chose dans le monde de Calliope et du fonctionnement de sous-traitance. Mais par contre, je vous invite quand même à détailler le contrat de vos prestataires. Quelles sont leurs responsabilités? Est-ce que c'est eux qui font le positionnement? Est-ce que c'est eux qui doivent s'engager à faire les évaluations, qui doivent faire le niveau d'acquisition, qui doivent faire le support de formation, sous quel format? Détailler leurs responsabilités au regard de Calliope dans le contrat. Plus, il ne s'agit pas seulement de mettre une ligne. C'est bon, Laurence? Ok. Donc, pour revenir à cet indicateur 30, aujourd'hui, on a un peu plus de latitude. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour information, si vous envoyez des questionnaires régulièrement aux financeurs, bien, il est possible d'en envoyer que 1 ou 2 par an. Mais on sait aujourd'hui que maintenant, des exemples de preuves, c'est de faire des comités de pilotage, des webinaires, un entretien avec une personne de Pôle emploi ou de votre OPCO peut suffire comme exemple de preuve pour recueillir l'appréciation de ce financeur. Donc, si dans le cadre d'un dossier, vous échangez avec votre Pôle emploi ou votre OPCO, eh bien, vous lui posez une petite question sur est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que au niveau administratif, je réponds à vos attentes. Et là, vous lui renvoyez un petit mail, merci pour notre échange qui m'a permis de confirmer notre bon fonctionnement. Et ça sera une preuve satisfaisante pour Calliope. Voilà, les modalités de recueil peuvent être différentes selon les parties prenantes. Donc, la sollicitation des appréciations des financeurs n'est pas exigée à la fin de chaque prestation, mais doit être effectuée au moins une fois par an, ou selon les modalités précisées par le financeur, pour lui permettre de faire part au prestataire, s'il le souhaite, de ses observations sur son activité. La sollicitation du financeur peut être remplacée par la prestation du prestataire à des webinaires thématiques. Donc, si les financeurs proposent, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, des webinaires thématiques, eh bien, si vous y assistez, ce sera OK en termes également de preuves Calliope. Le 31, donc le 31, traitement des réclamations, mais également des difficultés rencontrées. Eh bien, on a un exemple de preuve supplémentaire, traitement des difficultés, des aléas, solutions apportées en cas d'imprévu, dialogue et communication interne, tableau de suivi des réclamations et de leur traitement. Enfin, pour le 32, eh bien, tableau de suivi des mesures d'amélioration mises en œuvre à partir des réclamations, aléas et difficultés. Là, n'hésitez pas à indiquer vos améliorations au regard de votre précédente audit. Les auditeurs ont accès au rapport d'audit du précédent auditeur. Donc, si l'auditeur a donné un avis sur un indicateur en disant que ça pourrait être amélioré, il l'aura. Donc, vraiment, prenez note de ce que dit l'auditeur et inscrivez vos modifications dans votre tableau d'amélioration et faites-les. Pour dernière information, si vous êtes en suivi ou en renouvellement, normalement un auditeur vous suit pendant tout un cycle. Alice, donc audit initial, audit de suivi, et à l'audit de renouvellement, c'est un nouvel auditeur normalement qui va vous être attribué pour question d'équité. Voilà pour les nouveautés et pour les informations relatives à la V8. Donc quelques modifications, une simplification, un allègement. Voilà les informations. Si vous avez des questions, je suis encore disponible pour vos questions. J'espère que j'ai répondu en tout cas à tous vos attendus. Pas de questions. Ouais, impeccable. Feras-tu des webinaires sur ces sujets-là? Merci PSH 10.
Oui, Emmanuel, il y aura des webinaires sur les sujets du handicap. On doit publier en début d'année la liste de tous nos événements, puisque nous faisons également des ateliers ludopédagogiques avec les formateurs. Donc, il y aura des webinaires sur la partie handicap, puisque j'ai un partenariat maintenant avec un partenaire également qui peut aider à mettre en œuvre des informations spécifiques pour le handicap. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que... Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ce webinaire vous a satisfait? Dites-moi oui ou non dans votre... Qu'est-ce que vous... Et dites-moi si vous avez... Merci Emmanuel. Dites-moi si vous avez des envies de webinaires, comme Emmanuel nous l'a dit, elle voudrait des webinaires sur le handicap, ce sera fait. Et si vous avez d'autres choses, ce sera avec grand plaisir, d'autres besoins, ce sera avec grand plaisir que nous prendrons en considération vos attendus. Là, c'est vrai qu'en fait, on fait en fonction de la réglementation. Donc, suivez-nous sur LinkedIn, puisque nos webinaires sont toujours publiés sur LinkedIn en amont. Et puis, si vous avez des attendus, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans des messages privés si vous n'avez pas l'idée là. En tout cas, écoutez, il n'y a pas de questions, donc je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Je vous remercie pour les questions. Peux-tu nous dire quand nous allons recevoir le replay? Merci Emmanuel. Le replay, en fait, là, il sera fait fin de semaine. Fin de semaine, il sera fait. Donc, vous aurez le replay fin de semaine. Dans tous les cas, on a tous nos replays qui sont disponibles également sur notre chaîne YouTube, sur lesquels vous retrouverez tous les éléments à chaque fois. Et puis voilà. Donc, merci et de très belles fêtes à tout le monde. Merci Laurence. Je vous souhaite de très belles fêtes et puis je vous dis au revoir.